Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce live classroom Revit, un rendu 3D temps réel. Alors, on va attendre simplement que tout le monde puisse se connecter. C'est tout bon. Alors, bienvenue à tous. Donc, je suis Pierre. Je vais vous accompagner durant cette petite heure pour vous présenter du coup la problématique suivante de Revit, un rendu 3D temps réel. Et j'ai en ma compagnie Camille. Alors, Camille, si tu peux te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Camille Rivière. Je suis 3D artiste de formation, game artiste, et je suis formatrice donc à la 3D temps réel avec une spécialisation dans la VR chez F3DF. Et aujourd'hui, du coup, Camille va m'accompagner pour travailler cette problématique qui revient assez souvent. Alors, avant de commencer ce live, je vous rappelle simplement qu'il sera proposé en rediffusion sur notre chaîne YouTube à partir de, je pense, demain, le temps qu'on puisse la télécharger et l'intégrer. Et nous répondrons à l'ensemble de vos questions à la fin de live. Alors, c'est parti. Tout d'abord, pour cela, nous allons avoir 4 grandes thématiques qui sont les suivantes. D'abord, nous allons faire une introduction générale concernant la 3D temps réel, en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est. On va vous proposer un workflow dédié justement pour basculer de Revit à Unreal. Il y a plusieurs workflows possibles. Nous, on va vous en proposer un. Camille nous fera du coup cette démonstration pour montrer les différentes étapes intéressantes pour arriver au résultat attendu. Et ensuite, nous terminerons avec l'analyse justement de ce workflow pour voir justement qu'est-ce qu'il a permis de faire et quels ont été ses avantages et peut-être ses axes d'amélioration. Commençons directement du coup par la 3D temps réel. Qu'est-ce que c'est? La 3D temps réel, pour faire, on va dire, une définition technique, je voulais noter directement sur la diapo, méthode de représentation de données tridimensionnelles pour laquelle chaque image composant l'animation est rendue dans l'instant qui précède son affichage. Si on fait une traduction vraiment très simple et très accessible, la 3D temps réel, c'est ce qui permet d'avoir tant de calculs instantanés ou quasi instantanés. C'est-à-dire que si on fait une comparaison par rapport au plugin, on va dire, de précalculé, là, ici, en fait, quand vous ajoutez quelque chose, vous le voyez directement, notamment, par exemple, pour les lumières. Ce temps de calcul de rendu instantané, ça a un certain avantage, puisqu'en fait, ça ouvre des possibilités. Par exemple, avec de la 3D temps réel, vous allez pouvoir faire de la visite virtuelle, vous allez pouvoir faire un configurateur, vous allez pouvoir travailler dans le jeu vidéo, vous allez pouvoir créer des applications, vous allez pouvoir aller sur le secteur de l'AR réel. Des choses qu'on ne peut pas faire, par exemple, avec du précalculé. C'est sûr. Donc, on ouvre vraiment le champ des possibilités avec la 3D temps réel. Pourquoi, du coup, la 3D temps réel, ça a son importance en fait dans le secteur architecture. Comme vous savez, dans l'architecture, on a plus souvent l'habitude de présenter des rendus photoréalistes avec du précalculé. Okay. Là, aujourd'hui, pourquoi on s'intéresse vraiment à la 3D temps réel? Déjà, il y a plusieurs points super importants. Le premier, le temps de calcul quasi instantané. Vous positionnez une lumière, vous avez un rendu instantané. Vous positionnez un objet, vous voyez. Tout est instantané. Du coup, vous avez tout de suite une idée en fait, de votre projet, de comment il va évoluer. Ensuite, le second avantage, c'est qu'il y a plusieurs formats d'export. Vous faites votre mise en scène dans Unreal, par exemple. Vous allez positionner des objets, vous allez positionner des lumières, positionner des textures. Et en fait, votre scène, vous allez pouvoir en faire du fixe, vous allez pouvoir en faire une vidéo, et vous allez pouvoir faire une visite virtuelle à la première personne ou carrément basculer dans un casque VR. Un logiciel, tout un champ de possibilités. Et ça, c'est une vraie évolution dans le secteur de la 3D. Enfin, le dernier point qui me semble très important, c'est sur la partie interactivité. Parce que quand vous faites de la 3D temps réel, vous allez mettre des objets, des personnages en mouvement, vous allez créer un environnement plus ou moins interactif, vous pouvez créer un menu, faire de la personnalisation. Et en fait, au lieu de présenter votre projet à votre client, vous allez l'intégrer dans ce projet, puisque vous allez lui faire vivre une expérience de 3D temps réel. Vous lui mettez casque, vous paramétrez quelques actions dans les manettes, et là, le client va pouvoir se projeter, mettre les éléments, par exemple, à sa sauce, changer la couleur d'un vase, changer le canapé, changer le sol, le mur. Il y a vraiment tout un champ de possibilités là qui s'offre à lui. Quelques chiffres quand même qui sont super importants aussi par rapport à la 3D temps réel. Il faut savoir qu'aujourd'hui,
c'est une tech qui est novatrice. Il y a 81% des personnes qui ont essayé la 3D temps réel qui vont communiquer sur l'expérience qu'ils ont vécue. Ils n'ont pas vu, ils ont vécu une expérience. J'insiste bien là-dessus. Ensuite, on a 66% des personnes qui vont concrétiser leur achat grâce à la 3D temps réel, qui est un vecteur pour rassurer les personnes qui vont acquérir, que ce soit un objet, une maison ou valider par exemple des travaux de rénovation. Enfin, dernier point, 85%, c'est la croissance annuelle moyenne prévue entre 2017 et 2022. Pour information, tous ces chiffres proviennent de l'IFC. Et le dernier chiffre, j'attire attention, puisqu'en fait, comme vous le savez, on a vécu une crise sanitaire, on est encore un peu dedans avec le confinement. La 3D temps réel, vivre une expérience, aujourd'hui, ça intéresse le monde. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui attire, qui permet de se projeter plus facilement, puisque du coup, aujourd'hui, on a un peu du mal parfois à se déplacer. Pour en revenir quand même à notre problématique de base de Revit à un rendu 3D temps réel, on va faire un point au niveau des softwares disponibles. Dans l'architecture, du moins chez Autodesk, vous avez deux sortes qui se distinguent. On a 3ds Max et on a Revit. J'aurais pu mettre AutoCAD, mais AutoCAD, on est principalement sur du plan 2D. Faire une visite virtuelle d'un plan 2D, non, ça ne marche pas. Du coup, on va rester sur du 3ds Max et du Revit. Et pour la partie 3D temps réel, donc ces fameux moteurs qui vont permettre de créer la scène et de mettre en animation, ici, j'en ai cité 3, mais il faut savoir qu'il y en a une pléthore. On a du Twinmotion, qui est un logiciel simple, rapide et efficace. On a du Unreal, qui est son grand frère, qui est plus avancé, qui va permettre de l'interactivité. Et nous avons Unity aussi, qui, là, par contre, nécessite des connaissances au niveau de la programmation pour pouvoir l'utiliser correctement. Là, aujourd'hui, pour vous faire cette démonstration, on va vous proposer le workflow suivant. On va partir d'une maquette Revit. On va passer par un export DataSmith, une passerelle d'export. DataSmith, pour information, c'est ce qui permet de récupérer les éléments de Revit, de conserver la modélisation 3D, le texturing posé, éventuellement les lights si ça a été posé, les objets, et de tout garder et de l'emmener vers Unreal. Si on n'avait pas ça, en fait, on se retrouverait juste avec des volumes 3D, c'est tout. Donc là, pour la démonstration, alors, je vais laisser la parole à Camille. Je vous précise simplement que pour la démonstration, on est parti de la maquette Revit d'une de nos participantes, Valentine, qui travaille actuellement sur le module e-learning, mon premier projet, et qui nous a proposé sa maquette du coup, pour qu'on puisse travailler autour et vous proposer ce live. Du coup, Camille, je te laisse la main et je te laisse partager ton écran pour nous proposer ta démonstration. Nickel. C'est bon, tout le monde voit mon écran. On est bon. Ok, du coup, donc pour vous expliquer un petit peu DataSmith, ce que c'est. Donc DataSmith, c'est un plugin qui a été créé par Unreal. Et c'est vraiment un pont, c'est-à-dire que ça va faire une passerelle d'un logiciel à un autre. J'insiste beaucoup sur le nom pont, puisqu'en fait, pour qu'un pont fonctionne, il faut qu'il y ait deux piliers au moins pour tenir le pont. Et ce que ça signifie, c'est qu'en fait, DataSmith, on va devoir le télécharger et pour Revit et pour Unreal, puisqu'il faut qu'il fasse le lien entre les deux. Du coup, on va voir dans cette démonstration le passage, d'abord le téléchargement pour Revit, puis le téléchargement pour Unreal, et on va du coup faire ce transfert. Vous allez voir que c'est un transfert qui est particulièrement rapide. Donc nous, on va démarrer tout de suite sur Revit, donc avec cette superbe villa que nous a gentiment donnée Valentine. Et on va passer en vue 3D. La vue 3D, elle va permettre à Unreal de bien comprendre que c'est l'export des mèches 3D qu'on va vouloir. Donc voilà à quoi ressemble notre maquette à l'heure actuelle sous Revit. DataSmith, il faut bien comprendre qu'il n'est pas uniquement pour Revit. Là, on parle de Revit parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais il est proposé pour plein d'autres softwares. On a aussi DataSmith pour 3ds Max, pour Cinema 4D, pour SketchUp, etc. Donc, ce n'est pas vraiment réservé uniquement à Revit. Ça a bien été créé par Unreal, mais pour ouvrir à une pléthore de logiciels, pour faire le transfert le plus facilement possible. Donc, on peut tout simplement le trouver sur Internet. Là, j'ai tapé DataSmith et je suis tout de suite tombée sur le plugin. On va le télécharger spécifiquement pour Revit et spécifiquement pour le Unreal que vous utilisez, la bonne version que vous avez. Dans Revit, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous créer un bouton DataSmith et du coup, il va vous faire créer un petit point UDataSmith, donc c'est vraiment le format spécifique de l'échange. Suite à ça, je vais créer du coup une scène Unreal du coup, pour accueillir ce point UDataSmith.
Vous voyez que Unreal, ce qui est très sympa avec, c'est qu'on va avoir plusieurs choix de projets. On peut avoir soit de la first person, c'est-à-dire qu'on est à hauteur des yeux d'un être humain, soit de la third person, donc là on va voir un personnage courir dans un environnement, ou bien de la virtual reality, etc. Vous voyez qu'il y a aussi les puzzles, etc. Ça reste quand même vraiment axé jeu vidéo. Pour rappel, Unreal, c'est vraiment un logiciel de jeu vidéo. Donc c'est normal qu'on retrouve quelque chose de vraiment très typé. Nous, on va partir bien sûr sur la first person pour avoir directement les yeux à hauteur d'un être humain. Je ne touche à rien, je crée simplement mon projet, tel quel avec les settings. Dès mon arrivée dans Unreal, je vais jeter ce qui ne m'intéresse pas pour en fait faire table rase et avoir un environnement qui soit sain, qui soit propre, où il n'y a rien. Je vais pouvoir importer tranquillement mon UDataSmith. Je vérifie bien sûr que le plugin soit installé du coup comme j'ai de l'autre côté du pont, donc dans Unreal. Pour ça, je vais simplement vérifier qu'il soit bien coché. Ça va demander un petit redémarrage qu'évidemment je vous ai cuté. On a à nouveau ce bouton qui apparaît, on vient chercher notre UDataSmith et on fait ouvrir. À partir de là, il y a un certain nombre d'options qui vont se proposer à vous, des options d'import. Vous voyez que vous n'êtes pas obligé de tout importer, mais que globalement, ça récupère tout. Ça récupère la géométrie, donc la 3D, les matériaux et les textures, les lights, les caméras, les animations. Mais surtout, en plus de tout ça, qui est beaucoup plus important, ça va vous créer ce qu'on appelle des light maps. Pour faire très rapide et très compréhensible, les light maps, ce sont simplement des maps en fait, qui vont essayer d'aider, qui vont précalculer en fait les connaissances qu'Unreal aura sur les objets pour bien comprendre comment les lumières vont taper sur ces dernières. Donc ça va vraiment être une map qui est là pour aider Unreal à comprendre la géométrie de la 3D pour que les lumières se calculent au mieux. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Donc il faut vraiment bien vérifier que ça soit coché. Et on importe. Et voilà, mon objet s'est importé, donc ma scène est importée en entier. Et là, on a dû passer 1 à 2 minutes max. Et ça y est, c'est déjà fini. Vous avez déjà importé votre scène. Donc, vous voyez que les textures ont suivi. Bien sûr, c'est normal que la végétation n'ait pas suivi. Et ça va vraiment se créer comme un seul et même objet. Donc, vous voyez, là, juste pour la démonstration, j'avais pris une deuxième fois la scène et je l'ai reposée pour vous montrer qu'en fait, ça se pose comme un seul et même objet. Donc, vous pouvez poser, j'aurais pu poser 50 petites villas si je voulais. Vraiment, ça se pose comme un seul et même objet. Tout a suivi, comme je disais, excepté la végétation, mais ça, c'est normal parce que ce sont des shaders qui sont un petit peu compliqués qu'Unreal n'a pas réussi à convertir avec DataSmith. Mais vous voyez qu'assez rapidement, on a fini d'importer notre scène complète. Maintenant, il va falloir transformer cette scène, la rendre jouable, modifier l'intérieur si besoin, les extérieurs comme vous le souhaitez. Mais je voulais juste vous montrer aussi que ça importe des dossiers séparés. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez une grande scène qui se pose d'un coup que vous ne gardez pas quand même tous les objets séparés. Vous voyez, dans les dossiers, j'ai quand même tout. J'ai quand même chaque montant, chaque objet, etc., tous les matériaux indépendamment, toutes les textures indépendantes. Ce qui signifie que si vous aviez voulu, par exemple, rajouter des chaises à une table, vous pouvez aller récupérer vos chaises dans les dossiers, bien sûr. Je répète ça aussi, c'est vraiment très axé jeu vidéo, ce qui veut dire que notre personnage, donc là ce que j'ai actuellement sélectionné, c'est notre joueur, en fait c'est nous-mêmes, mais c'est quand même très axé jeu vidéo. Du coup, ce personnage va avoir des bras, il va tenir une arme. Ça, c'est vraiment typé jeu. Donc, bien sûr, pour la démonstration, j'ai juste déplacé pour vous montrer qu'on pouvait immédiatement se déplacer dans la scène sans rien avoir à faire de plus. Simplement, bien sûr, il faudra penser à enlever l'arme, parce que c'est jamais très sympa pour un client de tomber là-dessus comme ça. Mais vous voyez que rapidement, en 2 clics, on peut déjà se balader à hauteur d'homme. Donc, il y aura des petits réglages à faire, évidemment. Mais assez simplement, on est déjà dans une visite virtuelle. L'un des très gros avantages d'Unreal, donc bien sûr, c'est le fait qu'il travaille entièrement en temps réel. En temps réel, ça veut dire que vous visualisez tout. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir changer la texture d'à peu près tout avec ma bibliothèque d'objets, en fait, c'est une sorte de petite bibliothèque qui s'est posée là, dans mes dossiers. Et je vais aussi pouvoir modifier toutes les lumières de mon environnement, donc c'est-à-dire l'intensité, les couleurs, etc. Donc on a vraiment une large gamme de personnalisation. Et bien sûr, tout ça est visible tout de suite. Vous pouvez également télécharger des choses sur Internet ou simplement importer vos propres modélisations si vous en avez, donc que ce soit de Revit ou hors Revit. Là, par exemple, j'ai juste posé un petit buisson. Donc, ça se fait assez simplement, en fait. L'import des objets, on va simplement cliquer et glisser, vraiment, physiquement, c'est ça. On clique et glisse un objet dans Unreal, il apparaît immédiatement et je peux le poser tout de suite dans la scène. Donc, c'est ce que j'ai fait exactement pour le buisson, ce qui fait que ça va vraiment assez vite quand vous voulez remodéliser ou rechanger un petit peu la face de votre scène.
Du coup, je vous propose un petit saut dans le temps. Donc, c'est la même scène, simplement après une journée de travail sous Unreal. Donc là, j'ai bien sûr ajouté de la végétation, des textures. J'ai changé le mobilier. Donc, au final, il reste dans cette scène spécifiquement que la structure et tout le reste a été changé. Mobilier, lumière, texture, environnement. Donc, on va être directement dans une visite virtuelle, sachant que, oui, voilà, ça a dû me prendre à peu près une journée pour remodifier tout ça et le replacer. Tout est entièrement modifié. Par exemple, vous voyez que si vous regardez la télévision, on va avoir un shader qui va être animé. Je vais pouvoir changer de chaîne, par exemple. On va pouvoir aller dans la personnalisation jusqu'au bout. C'est pas parce que vous êtes à un stade avancé qu'on ne peut pas continuer à tout modifier. C'est-à-dire que là, même à ce niveau, je peux encore changer les textures, changer toutes les lumières. Ça, c'est vraiment personnalisable du début à la fin. Ce qui est vraiment très intéressant avec Unreal, c'est sa capacité à sortir plusieurs sorties, comme disait Pierre, à savoir plusieurs exports. Je peux partir directement sur de l'image, directement sur la vidéo, je peux mettre toute ma scène dans un casque VR, je peux faire de la 360, et tout ça avec un seul logiciel. Là, ce que j'ai vraiment voulu vous montrer, c'est que j'avais animé l'herbe et les petites feuilles pour avoir un petit peu de mouvement, un petit peu de vie. Donc on va pouvoir, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant en fait, c'est de donner de la vie à votre scène. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir en fait la démonstration, c'est-à-dire quelle est la finalité de ça, parce que du coup, je vous ai expliqué que j'avais passé une journée pour retravailler l'environnement, mais qu'est-ce que ça donne du coup dans les yeux à hauteur d'homme, parce que là, je vous l'ai montré un petit peu en fly mode, hein, vu du dessus. Qu'est-ce que ça donne quand on lance le play en fait? Ça va se passer comme un jeu, on va faire play et on va se retrouver immédiatement plongé dans l'environnement. Donc voilà la visite virtuelle. Donc là, pour le coup, il y a des interactions qui ont été codées. J'ai codé des boutons pour ouvrir les portes. J'ai codé des boutons pour changer les lumières, allumer, éteindre une lumière, pour changer la couleur d'un luminaire, ou aussi, comme vous allez le voir là, pour changer tout simplement un meuble complet. En l'occurrence, c'était la plante. Et c'est vraiment ce que Unreal va apporter de plus à vos projets. Et c'est là où, par exemple, il va se différencier avec Twinmotion, c'est que Unreal, on peut aller vraiment loin dans le code et du coup, on va pouvoir créer nos propres interactions pour que vraiment votre client ait une immersion avec des choses à faire, avec des boutons qui apparaissent, avec des petites interactions réelles à faire. Et puis du coup, une personnalisation complète, parce qu'en fait, à partir de là, on peut imaginer une maison où votre client ait la possibilité de se balader, de changer la texture de tous les meubles, de tous les murs, changer les meubles s'il le veut. Je passe canapé, je vais prendre celui-là, j'allume, j'éteins la lumière pour voir ce que ça donnerait. Je peux faire un cycle jour-nuit. Voilà, je peux ouvrir les portes. Ça va vraiment ajouter une personnalisation complète de votre environnement. Et ça, c'est vraiment un plus face à un client. Donc là, par exemple, le on-off de la nuit, jour et nuit. Le jeu se calcule entièrement en temps réel, c'est ce qui fait que j'ai encore des herbes qui bougent dans mon environnement. J'ai rajouté aussi des shaders qui sont animés pour venir donner des indications. Vous le verrez tout à l'heure sur une porte qui va avoir en fait une petite pulsation, juste pour donner une petite indication au joueur pour dire bah, tiens, regarde, il y a un petit signe qui t'indique qu'il faut que tu ailles dans cette direction, que tu peux ouvrir cette porte, etc. Voilà, du coup, je vais laisser la démonstration continuer. Donc, vous allez voir que je vais changer les lumières. Après, on a des boutons qui apparaissent, etc. Mais vous avez compris le principe. Du coup, je vais te rendre la parole, Pierre. Alors moi, déjà, j'ai une petite question, Camille. Concernant les objets, est-ce que, par exemple, quand on positionne des objets directement dans Revit, notamment au travers des familles paramétriques, est-ce que ces objets s'importent dans la maquette Unreal? Alors oui, tu peux tout importer, que ce soit à partir de Revit, à partir d'Internet, ou même si tu as créé tes propres objets, ça va s'importer directement dans Unreal, à condition qu'il y ait des points FBX, ou même si tu passes par Datasmith, tu n'auras même pas besoin, ça va directement se transférer. OK. Et par exemple, là, si je voulais, admettons, dans Revit, je n'ai justement pas mis d'objet, est-ce que j'ai un moyen d'aller en chercher quelque part pour justement donner un peu plus de vie et de matière à ce projet? Alors oui, tout à fait, tu peux aller les chercher sur Internet ou les modéliser toi-même, ça dépend vraiment de quel est ton métier de base. Moi, je suis game artiste, donc forcément, c'est logique pour moi de créer mes objets. C'est pas du tout la même façon de travailler. Moi, je suis obligée de les créer, entre guillemets. Tu peux très bien les chercher sur Internet, à condition de OK, les parce retoucher que un petit peu, parce que bon, c'est pas toujours top. OK. Là, j'attire ton attention. Donc, tu avais créé Bouton, ouais. un bouton, en fait, pour justement créer de la personnalisation. Par exemple, changer la couleur de certains objets.
Voilà, tout à fait. Ça permet un peu plus de personnalisation à la scène. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais là, c'est un petit peu saccadé. Alors, évidemment, c'est saccadé parce que c'est moi qui me balade dans la scène. Quand vous envoyez, parce que là, autant vous dire que cette scène, ce jeu, en fait, finalement, vous pouvez l'envoyer directement à votre client tel quel. Il va ouvrir le jeu et ça se lance tout de suite. Donc, en fait, c'est la souris qui permet de tourner la tête. C'est pour ça que c'est un peu saccadé, mais ça l'est beaucoup moins quand c'est vous qui jouez parce que vous savez où vous regardez. Voilà, il y a quand même plus d'amplitude. Donc ça, tel quel, on peut l'envoyer par exemple à son client. Tout à fait. C'est un dossier, tout simplement. Donc, il faut juste bien préciser au client qu'il ne supprime rien de ce qu'il y a dans le dossier. Mais tu envoies le dossier avec tout ce que ça comporte et il va tout de suite pouvoir ouvrir. C'est un jeu, hein, vraiment, c'est un jeu qui va s'ouvrir. Petite dédicace à la voiture dans le garage. Mais du coup, voilà, ça va vraiment tout de suite se lancer. Donc ça, voilà, ce qu'il faut prendre en compte ici aujourd'hui, c'est qu'avec la 3D temps réel, avec voilà, un peu de travail sur Unreal, une fois que vous avez pris votre projet, vous pouvez envoyer directement à votre client un dossier, il l'ouvre, et c'est ça qui va vivre comme expérience. Tout à fait. Du coup, on va conserver l'aspect des objets, il va pouvoir se déplacer librement dans la maquette, et Camille, tu disais également qu'il pourra justement choisir en fonction, par exemple, de ce que tu as autorisé au niveau de la personnalisation, il va pouvoir choisir ce qu'il veut dans son projet. Tout à fait. Alors, et ce, Okay. dans toutes les sorties. C'est-à-dire que récemment, j'ai eu un client qui avait des clients qui n'avaient pas forcément d'idée spécifique du salon qu'ils voulaient. Et ils avaient donc un casque VR. Et leur idée, c'était de proposer aux clients de mettre le casque VR dans la maison modélisée, mais juste les fondations, c'est-à-dire juste les murs, le sol et le plafond. Et ils avaient mis dans un coin de la pièce le tas d'objets proposés. Et en fait, le client venait comme avec des Legos, avec son casque et ses manettes. Il venait sélectionner le canapé et le poser où il voulait. Du coup, il pouvait changer, tester, j'aime pas trop cette lampe, on va prendre celle-ci. Et vraiment, en VR, il venait créer son environnement comme des Legos. Donc en plus, ça ajoute Là, un ce qui aurait été côté intéressant pour ton client, ça aurait été encore basculé sur de l'AR, vu qu'il Exactement. était dans un environnement réel de là où il allait justement habiter. Il aurait pu. Camille, juste le prochain axe de développement, ça. C'est vrai. Serge, Camille... on répondra juste aux questions à la fin, si tu permets. Ah, ok, excuse-moi, pas de problème. Pas de souci. Problème. Du coup, je vais te reprendre la main, Camille. Oui, hop. Oui, pardon. Ici, allez. Alors, là maintenant, est-ce que vous voyez bien toujours mon écran? Normalement, c'est bon, je crois. C'est bon, Camille? Ouais, on est bon. Allez, nickel. Du coup, on va reprendre le workflow qu'on vient d'analyser ensemble, de réaliser. On est parti d'une maquette issue de Revit, mon premier projet e-learning, qui a été modélisé du coup par Valentine, merci. On est passé par un export du coup DataSmith, le fameux pont en fait qui fait la passerelle entre Revit et la 3D temps réel ou Unreal. Ici, on va faire une petite analyse assez rapide. Déjà, au niveau des avantages, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'on a déjà un énorme gain de productivité, puisque là, du coup, on n'a pas du tout tenu compte de quelconque temps de calcul pour générer un rendu. On a fait ça en temps réel. Pareil pour positionner les objets, pareil pour positionner les lights. On a vraiment un énorme gain de productivité. Ensuite, on a pu proposer plusieurs formats d'export. Donc là, on ne l'a pas montré, mais on aurait très bien pu vous proposer un rendu fixe, mais on aurait pu également proposer cette fameuse vidéo. Et surtout, là, ici, pour le client, par exemple, final, une fois que vous avez paramétré votre scène, vous lui envoyez ce jeu et il va faire lui-même sa visite virtuelle de son ordinateur, de chez lui, et il va pouvoir faire la personnalisation que vous lui avez autorisée dans le projet. Et enfin, vous allez pouvoir distinguer votre projet, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit au démarrage, dans l'architecture, on parle principalement de précalculé, de photoréalisme, de rendu fixe. Là, ici, avec la 3D temps réel, vous avez une pléthore de possibilités qui, quoi qu'il arrive, mettront votre projet en amont. Néanmoins, pour ce projet, Camille, par exemple, qu'est-ce que toi, tu verrais, par exemple, si on veut aller au-delà? Parce que là, par exemple, si on veut aller travailler sur un rendu photoréaliste, vraiment travailler le rendu, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans le workflow qu'on a proposé? Alors, pour aller vraiment plus loin, il faudrait ajouter des softwares, des logiciels entre Revit et Unreal. Personnellement, j'aurais fait plutôt Revit 3ds Max, puisqu'en fait 3ds Max va te permettre de vraiment retoucher tes objets déjà dans un premier temps, parce que comme on l'a expliqué, c'est du temps réel. Temps réel, ça veut dire qu'il n'y a aucun… en vrai, il y a quelques petits précalculs, mais c'est quand même plus minime. C'est vraiment quand même du
du temps réel, tout se calcule constamment. Donc, il faut quand même, pour que ça puisse tourner, il faut quand même avoir des objets qui peuvent être un petit peu adaptés. Donc, parfois, on a besoin de réoptimiser des objets et 3ds Max va pouvoir clairement t'aider à le faire. Et surtout, 3ds Max va t'aider à déplier toi-même tes lightmaps parce que les lightmaps peuvent aussi poser problème quand elles sont créées uniquement par Unreal. Évidemment, Unreal, ça reste une machine, il fait ce qu'il peut, il le fait bien, mais quand on le fait à la main nous-mêmes, ça reste quand même beaucoup plus précis. Donc, retravaille toi-même tes lightmaps, ça sera quand même une plus-value parce que du coup, tu vas avoir toi-même, avec ton œil humain, tu sauras comment calculer tes lumières. Donc, ce sera quelque chose de plus joli pour le photoréalisme. Et puis, surtout, je serais indéniablement passée par Substance Painter puisque rien n'est plus photoréaliste que la texture, la lumière et la texture bien sûr, mais la texture plus que tout. Donc ouais, Substance Painter te permettra d'aller beaucoup plus loin dans ton rendu. C'est que Substance Painter, c'est vraiment un logiciel que tu affectionnes énormément pour créer toutes tes textures. Celui-là, je l'entends souvent. Oui, Eh bien, très bien. Du coup, simplement un petit point formation pour travailler sur Unreal. Vous retrouverez du coup notre module e-learning Unreal Archivize qui vous permettra du coup de basculer d'un modèle 3D à un rendu 3D temps réel. Vous avez également à disposition la collection AEC pour ceux qui veulent plus loin, où là, effectivement, vous retrouverez pareil le module Unreal, mais en plus le nouveau module Substance qu'on vient de publier récemment, les modules Revit associés, les modules 3ds Max, voilà, tous les logiciels qui sont utiles pour le secteur de l'AEC. Et bien sûr, on retrouvera Camille dans une session Unreal Archivize VR qui va se dérouler du 12 au 16 avril, du coup en classe virtuelle à distance. Et là, pareil, on va plutôt basculer cette fois-ci sur le workflow justement de 3ds Max pour vraiment avoir quelque chose de très beau à la fin au niveau du rendu. Alors, nous allons passer aux questions-réponses. Je vous laisse juste là le temps de noter vos questions-réponses. En attendant, je vous laisse ici les coordonnées de F3DF, donc la ligne de téléphone, le mail général de la société, nos 2 sites Internet avec la partie learning, la partie formation en centre, enfin en classe virtuelle. Et je vais également vous positionner directement dans le chat un petit lien pour ceux qui veulent prendre directement rendez-vous avec un conseiller pour parler de leur projet. Eh bien, écoutez, je vous laisse noter vos questions directement dans le chat, et nous allons tâcher d'y répondre. Tac. Alors oui. Manifestement, aujourd'hui, vous êtes tous bien silencieux. Moi, j'ai quand même une question, Camille, du coup, par rapport aux objets. Par exemple, avec des objets qu'on aurait directement importés de Revit. Oui. Est-ce qu'on peut interagir avec, par exemple, les modifier, par exemple, au niveau de la texture? Quand tu es dans Unreal, oui, parce qu'en fait, du moment que tu as importé ton objet avec Datasmith, arrivé dans Unreal, tu peux entièrement le remodifier, tu peux changer sa texture, tu peux refaire des shaders par-dessus. Tu peux même te faire, ce que je te conseille, une bibliothèque avec tous tes objets que tu pourrais directement… Parce qu'en fait, dès que tu vas importer quelque chose dans Unreal, que ce soit d'Internet, de toi ou de Revit, il va tout de suite aller dans un dossier très spécifique. Et ce dossier, qui sera en fait le dossier de toute ta scène, va avoir tout un tas de dossiers… Toutes tes 3D vont être référencées en fait sous le nom du format UA7. En fait, c'est un format qui est propre à Unreal. Du coup, tu peux tout simplement, du moment que tu as de l'UA7, tu peux le transférer de dossier en dossier, tes fichiers, et du coup, ne jamais rien perdre. Ce qui fait que dès que tu as un shader qui te plaît, tu le trimbales en fait, hein, de dossier en dossier. Tu peux rouvrir. Tu es vraiment libre en fait avec Unreal, quoi. C'est ça. Et on revient par rapport à c'est une question de Serge. Par rapport en fait, du coup, tu as paramétré ta scène dans Unreal. Tu envoies ce fichier au client. Est-ce que le client, sur son ordinateur, il a besoin d'une puissance spécifique au niveau de l'ordinateur, d'un player ou juste d'un ordinateur? Alors, ton client, quand il reçoit la scène, il va recevoir un dossier qu'on appelle le build, en fait, que je vous ai montré dans la démonstration, c'est le build, donc c'est vraiment un jeu vidéo. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cet univers du jeu vidéo, mais pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu, vous avez globalement, la plupart du temps, un logo avec le nom du jeu qui va être directement sur votre écran. Vous allez double-cliquer dessus et vous êtes propulsé dans le jeu. Pour le client, c'est la même chose. Il est propulsé tout de suite. Il va avoir besoin uniquement de son clavier et de sa souris, et c'est tout.
Le player, c'est vous qui allez, vous voyez moi que je l'ai repris, celui qui avait l'arme dans le jeu, en fait, c'est le même hein, que je vous ai montré avant et après. Celui qui, quand j'ai fait play, j'étais dans les yeux en fait de ce personnage, simplement j'avais enlevé le flingue et les bras, mais c'était toujours le même player. Donc le player est proposé par Unreal. Et comme je vous ai expliqué, vous avez plein de possibilités de player. Vous pouvez avoir un personnage en third person où vous regardez le personnage, vous pouvez être dans ses yeux, vous pouvez être dans le casque, vous pouvez tout simplement ne pas en avoir si vous n'avez pas envie de simuler un être humain et être juste en flight mode, là, en déplacement hélicoptère, en vue du dessus, vous pouvez aussi le faire tout à fait. En ce qui concerne l'ordi, alors évidemment, si vous tournez sur un très vieil ordinateur, vous allez avoir des problèmes, mais globalement non, plus aujourd'hui. Plus aujourd'hui avec les ordinateurs, d'autant qu'il y a plein de techniques lors de la création d'une scène sous Unreal pour éviter de surcharger d'effets, de lumière, etc. Il y a plein de calculs qui sont faits, c'est pour ça qu'on dit que c'est du quasi instantané, parce qu'en fait on va quand même réfléchir à certaines choses pour limiter le poids de ce fameux jeu. Du coup, votre client pourra le faire tourner sur son ordinateur sans problème. Donc oui, donc effectivement, il n'y a pas besoin de player en particulier. C'est vous-même en fait qui lui envoyez l'application. Il n'aura plus qu'à l'ouvrir sur son ordinateur, sous réserve bien sûr que son ordinateur soit suffisamment récent. S'il est sur Windows 98 par exemple, et encore, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Donc, j'ai une autre question du coup de Arnaud concernant son casque qui apparemment ne fonctionne pas très bien. Il demandait s'il était obligatoire de passer par 3ds Max. Alors, je pense que, Camille, tu me dis si je me trompe, mais la partie qu'on a montrée, par exemple, pour l'optimisation liée à 3ds Max, on peut très bien le faire avec d'autres softs. En fait, le principe de 3ds Max, c'est de prendre les objets ou les éléments de la maquette et de venir ouvrir en fait tout ce qui est UV et light pour les replier de manière uniforme pour justement éviter cette zone d'ombre. Ce n'est pas en lien, par contre, avec le fait que le casque puisse déconner, puisque le casque, c'est vraiment un élément visuel qui va permettre de visualiser. C'est un peu comme un écran. Si, par exemple, votre écran déconne, ben, ce n'est pas la faute du logiciel. C'est vraiment un problème technique pour le coup. Tout à fait. Donc, peu importe sur quel logiciel de modélisation que tu utilises, que ce soit Blender, 3ds Max, Maya, par exemple, moi, je suis le plus souvent sous Maya et ça ne m'empêche pas d'avoir les mêmes rendus. L'important, c'est que si tu souhaites utiliser la technique de la personnalisation complète où tu peux vraiment tout toucher, donc il faudra que tu passes par un soft de modélisation, peu importe lequel tu utilises, pour autant que ce soft te permette d'ouvrir au moins les UV, donc pour poser les textures. Et Blender, je sais qu'il le fait sans problème, donc non, ça c'est pas un problème du tout. Mais effectivement, le casque, il faut savoir si le casque déconne à cause du jeu ou s'il déconne parce que le casque a un problème en lui-même. Et ça, pour le coup, c'est une autre question. Ouais. Simplement pour faire l'analogie, Revit, on est vraiment sur le logiciel de modélisation type architecture. On ne va pas rentrer dans le détail d'objets, le travail des textures, le travail des lights, comme peut le faire par exemple son homologue 3ds Max, Maya, etc. C'est pour ça qu'ici, on vient le rajouter en fait dans le workflow. J'avais une question de Marie-Alice. Question intéressante. Lorsqu'on modifie à nouveau notre maquette Revit, doit-on tout refaire dans Unreal? Est-ce que c'est connecté? Alors, comme tu l'as vu, en fait, quand on a importé de Revit avec Datasmith jusqu'à Unreal, on avait déjà quelque chose, on avait déjà une base, en fait. Avant que je la retouche de mon côté, j'avais déjà quelque chose. En fait, ce qui va se passer, c'est que ton lien, il est constant entre les deux logiciels. Parce qu'en fait, si tu touches quelque chose sous Revit, il te suffit de réexporter, en fait, le UData, le réimporter dans Unreal, et tu as directement une boucle, en fait, de connexion entre les deux logiciels. D'autant qu'en plus, dans Unreal, tu as une option qui fait que quand tu cliques, par exemple, ton objet, on va prendre une porte, tu vas changer la grandeur de la porte, tu vas cliquer dans Unreal, tu vas faire clic droit, et il y a un bouton qui s'appelle Reimport, et ça va te le réimporter, rafraîchir en fait cette modification que tu as fait précédemment. Donc il y a vraiment un lien entre les deux. Tu n'es pas obligé de en fait, tout refaire, ça dépend de ce que toi tu veux. C'est-à-dire que moi, je l'ai refait parce que pour les besoins de la démonstration, parce que je voulais vous montrer jusqu'où on pouvait aller. Après, tu n'es pas du tout obligé. Si lors de l'importation, tu es contente de ton rendu de Revit et que ça te plaît, c'est exactement ce que tu voulais faire et que tu ne veux pas aller plus loin, tu peux t'arrêter tout à fait là. Ça, c'est à toi de voir après comment tu veux le retoucher. Mais par contre, il y a bien un lien constant entre les deux logiciels. Ça, tu ne peux pas perdre des données entre les deux. Ok. Je vais poser un peu la question du coup de Marie-Alice. Admettons, dans la maquette, par exemple, je ne sais pas, on aurait mis un mur entre la cuisine et le salon. Oui. Tu travailles ton rendu, tu mets tes textures, etc. Et puis, en fait, en bout de course, tu te dis, finalement, ce mur, je ne l'aime pas, je vais le supprimer. Tu le supprimes dans Revit. Est-ce qu'il s'actualise dans Unreal? Alors, ce n'est pas automatique à ce point, il faudra juste refaire un petit transfert. Enfin, comme on l'a vu, c'est 2 clics, hein, surtout quand tu as déjà téléchargé les deux plugins. Donc, soit tu Est-ce que ça va faire sauter la texture que tu avais déjà posée sur le reste?
Alors, sur le reste, non. Et puis, en plus, comme vous l'avez vu, quand on est dans Unreal, tu as bien ta maquette entière posée, mais par contre, tous les objets restent indépendants. Ce qui fait qu'en fait, même tu n'as pas besoin d'aller sous Revit pour supprimer un mur. En fait, dans Unreal, vu que tout est indépendant, tu prends ton mur, tu le supprimes et puis c'est tout. Tu n'as pas forcément besoin de repasser par Revit pour arriver dans Unreal. Unreal, après, est indépendant, en fait. C'est là où il faut vraiment faire la grosse différence aussi avec le précalculé et le temps réel. C'est que le précalculé, la plupart du temps, je vais prendre l'exemple de VREP, on sache de quoi on parle, c'est un plugin qu'on vient rajouter à 3ds Max ou Maya. Unreal, c'est pas ça. Unreal, c'est un logiciel à lui tout seul. C'est-à-dire que c'est un beau bébé, tout seul, indépendant. Ce qui fait que quand tu es dans Unreal, tu as de ce qu'il y a autour n'existe presque plus. En fait, dès que tu lui as donné des objets, après, il se débrouille avec ce que tu lui as donné. Tout est indépendant. Tu peux jeter tes murs, tu peux refaire des choses, tu peux même grandir toi-même tes portes, en fait. Là, je parlais d'un truc très précis pour le refaire sous Revit si vraiment tu veux une cotation. Mais en fait, Unreal peut aussi le faire. Unreal, c'est vraiment ça la grosse différence avec le précalculé, c'est que là, on est sur un logiciel de rendu et pas un plugin de rendu. Donc, on a beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de marge de manœuvre. Du coup, oui, tu pourrais jeter ton mur sans problème, en fait. Avec Unreal, en fait, tu as la main sur tes objets et sur ta maquette. Si tu as par exemple besoin, je ne sais pas, ta table, par exemple, tu as tiré pour faire rentrer encore 2 chaises supplémentaires, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut venir faire et tirer, par exemple, la table? Tu peux étirer ta table, tu peux la pousser. Par contre, attention, c'est quand même pas un logiciel de modélisation. C'est-à-dire que si tu veux rajouter un pied de table, bon, bah là, c'est raté. Il faut repasser sous Revit. Mais par contre, il faut partir de l'existant, en fait. Voilà, c'est ça. Mais tu peux rajouter autant de chaises que tu veux autour de ta table. Tu peux carrément changer de table en cours de route. Tu peux faire ce que tu veux. Pour le coup. Tu peux casser des murs. Voilà. Après, si tu veux vraiment du très très précis avec de la cotation, évidemment, il faudra passer sous Revit, etc. Mais sous Unreal, tu peux quand même scale tous tes objets. Donc, si tu veux refaire un truc rapidement, tu peux complètement. Ok. J'ai une question de Ali, je crois. C'est concernant en fait l'importation en fait dans Unreal. Est-ce qu'on peut importer de la 3D issue d'AutoCAD? Alors, du coup, je l'ai sous les yeux. Je suis retournée sur le site internet de Datasmith. Donc, pour information, les logiciels qui sont pris en charge par Datasmith, ce sont 3ds Max, Cinema 4D, Revit et SketchUp Pro, IFC, Rhino 3D, SolidWorks et Katia, VRED et DeltaGen et CAD et KID format. Donc, vu qu'il y a le format CAD, je pense que si tu es sous AutoCAD, oui. De toute façon, il faut vous dire que Datasmith, ça, c'est pour la démonstration qu'on vous a fait. Mais si vous avez une possibilité d'exporter en FBX ou en OBJ, vous pouvez tout à fait entrer dans Unreal sans passer par Datasmith. En fait, Datasmith est venu rajouter en fait cette possibilité de transfert que Revit n'est pas capable de faire tout seul. Oui, c'est juste en fait, c'est juste pour vous aider plutôt que parce qu'en fait, par exemple, moi, je suis game artist, je sais que je vais exporter indépendamment tous mes objets en FBX et les réimporter indépendamment. Là, c'était vraiment une solution pour aider les personnes qui, du coup, par exemple, utilisent Revit, AutoCAD ou ce genre de logiciel-là pour faire tout en un coup sans avoir réimporté à chaque fois. Okay. On n'a pas de perte de qualité en prenant le lien, en faisant Datasmith plutôt que d'exporter soi-même individuellement? Non, il n'y a aucune différence. C'est exactement le même chemin. Ouais, la traduction est pareille après entre les deux fichiers. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Alors là, je regarde juste. Normalement, on a tout traité. Petite question, Camille. Pour les personnes qui souhaitent faire justement la partie programmation, par exemple, dans la maquette que tu nous as montrée, il y avait plusieurs interactions. Il y avait une porte qui s'ouvre, il y avait de l'animation au niveau de l'herbe, il y avait également de la personnalisation. Est-ce que ça, cette programmation, si je peux l'appeler comme ça, est-ce qu'elle est à la portée de tous? La programmation, complètement. Complètement. Moi, je ne suis pas très attachée à ce domaine, tout ce qui est développement. Et pourtant, en fait, ce qui est très particulier avec Unreal, c'est que comparé à d'autres logiciels comme Unity, par exemple, c'est pour ça que tout à l'heure, tu disais qu'il y avait vraiment une différence, parce qu'Unity, il faut vraiment avoir de la savoir programmer des lignes de code. Unreal, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas des lignes, ça va être du nodal, c'est-à-dire que c'est des grands carrés qui vont se lier avec des… C'est tout du lien, en fait, du lien de morceaux de code. Donc, c'est beaucoup plus facile à apprendre, c'est toujours les mêmes nodes. Et du coup, ça va être beaucoup plus facile de relier tes petits nodes et puis créer ton code comme ça. Donc, non, c'est vraiment accessible dès le débutant, dès une personne débutante. Ok. Question là ici, est-ce qu'on peut… Donc, tu as fait ton test de Revit, Datasmith, Unreal. Dans Unreal, tu as positionné texture, etc. Tu as tout mis en scène. Est-ce que, par exemple, tu peux renvoyer cette maquette où tu as travaillé la texture, etc., la renvoyer vers Revit? Est-ce que il a double sens? Non. Non. C'est le pont, alors, semi-double sens, dans le sens où tu peux renvoyer
tu peux sortir en fait du FBX, tu peux ressortir certains formats de Unreal, mais par contre, je ne suis pas certaine que Revit réaccepte le FBX. Et s'il réaccepte le FBX, il réacceptera du coup que la modélisation et donc pas la texture, pas les lumières, pas ce genre de choses-là. Étant donné qu'en fait, il faut bien comprendre que Revit, c'est un peu plus axé précalculé. Et Unreal, comme je disais, c'est vraiment un logiciel de rendu. Donc, il va avoir des codes qui lui sont particulièrement propres. Donc, en fait, quand vous créez un shader, alors c'est sûr qu'on n'a pas l'impression parce qu'on va avoir des tirettes qui vont changer, des trucs et tout. En fait, ça reste du code, tout ça. Ça reste du code et c'est du code qui appartient à Unreal. Du coup, c'est du code qui n'est pas lu par les autres logiciels. Parce qu'en fait, Unreal est censé être la finalité. En fait, quand vous arrivez sur Unreal, vous faites du rendu et normalement, il n'y a rien après le rendu. Donc, c'est vrai que c'est la finalité. Donc, le renvoi est possible uniquement pour les modélisations. Ça dépend du logiciel. J'avoue qu'il faudrait vraiment savoir si Revit accepte le FBX, mais sinon, c'est pas possible du tout pour tout ce qui est texture, tout ce qui est lumière, etc. Donc non, l'inverse, c'est un pont à sens unique. Et puis, c'est vrai que Revit, c'est un logiciel à la base orienté pour la construction, pour anticiper justement les travaux et gérer tous les aspects de la construction, mais un peu moins sur la partie rendue. C'est ça. Et de même, si vous vouliez changer d'avis en cours de route, c'est-à-dire ne plus faire du temps réel et repasser sur du précalculé, ça ne serait pas possible. Dès que vous avez commencé à setter votre scène sous Unreal, vous devez rester sous Unreal jusqu'au bout. Oui, parce que du coup, ce que tu programmes en fait dans Unreal est quand même assez propre à Unreal. Tout à fait, même complètement. Ouais. Ok. On a une question de Arnaud qui nous demande les nodes, est-ce que c'est comme Dynamo sur Revit? Je ne suis pas assez calée sur Revit pour te répondre si c'est Dynamo spécifiquement. Par contre, si tu connais Vray ou si tu connais juste 3ds Max, c'est comme ça qu'on code nos shaders. Après, je peux vous montrer à quoi ça ressemble, mais ça va vraiment être des grands carrés avec des liens, en fait. Et tu vas lier les carrés entre eux avec ces liens, en fait, tout simplement. C'est vraiment, ça s'appelle le blueprint, en fait. Vraiment un type spécial de code, mais je ne connais pas assez Dynamo pour te dire si ça y ressemble, par contre. Moi-même, je n'ai pas vraiment eu l'occasion du coup de manipuler Dynamo. Je ne pourrais pas apporter du coup ma lumière là-dessus. Moi, j'avais une question en particulier. Alors, avant ton import justement de Revit, il y avait des objets qui étaient disposés sur ta scène. Est-ce que ces objets, ils ont une notion particulière? Est-ce qu'ils ont des informations particulières pour qu'ils soient là au démarrage d'Unreal? Alors, à quel objet tu fais référence du coup? J'ai vu qu'il y avait des cubes, il y avait également une sphère qui était positionnée. Ouais, en fait, ça, c'est vraiment des objets qui appartiennent à Unreal, du coup, qui sont codés par Epic Games, du coup, les créateurs d'Unreal. Donc ça, c'est des objets qui sont constamment là à l'ouverture si tu prends la first person. Donc ça, c'est des objets, parce qu'en fait, dans Unreal, tu as aussi de la primitive. Tu peux poser de la primitive. D'ailleurs, la plupart du temps, tu poses tes murs avec des primitives, par exemple. Donc oui, ça, c'est des objets qui ont un code spécifique Unreal, c'est des objets qui appartiennent à Unreal. Juste pour Dynamo, je l'ai sous les yeux, c'est bien ça, hein, tout à fait, hein, Arnaud, c'est ça, oui, c'est bien ça, c'est bien la même chose que Dynamo Revit, hein, c'est pareil, c'est des nodes, même système. Donc on retrouve un peu la même chose en fait que propose Revit, mais cette fois-ci côté rendu, puisque Dynamo, on l'utilise plutôt pour une partie technique, un peu moins pour la part rendue. Voilà, mais par contre c'est le même système, je veux dire, c'est des nodes avec des traits que tu vas linker. Question par rapport au transfert justement de fichiers quand on a tout paramétré dans Unreal, on envoie notre fichier du coup au client pour qu'il ouvre l'application. Est-ce que cette application, elle est lourde? Alors, écoute, je vais te répondre immédiatement sur les chiffres, on va savoir pile poil. Ça va dépendre beaucoup de comment tu as travaillé ton dossier. Là, par exemple… Plus tu ajoutes d'informations, plus forcément ça aura un impact sur le poids du fichier. Voilà, ça dépend aussi comment tu as décidé de calculer ta lumière, ça dépend de comment tu as modélisé tes objets, ça dépend de plein de choses. Et par exemple, pour la démonstration que je vous ai fait, le fichier complet va faire 1 giga. Donc, il faut s'attendre quand même à des choses qui peuvent tourner entre 1 et 5 gigas, suivant à quel point vous avez fait du temps réel. Là, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, la démonstration que j'ai faite, j'étais en total temps réel, c'est-à-dire que même mes lumières se calculent en temps réel. Il n'y avait absolument rien de précalculé et on est sur du 1 giga 5. Donc, ça reste quand même raisonnable. Enfin, raisonnable. Ça dépend comment on est le client, mais raisonnable. En vrai, c'est surtout exploitable. En fait, c'est exploitable et transférable. C'est surtout ça. Est-ce qu'il y a des plugins additionnels qu'on peut venir ajouter à Unreal, par exemple, pour, je ne sais pas, renforcer quelques aspects?
Alors oui, après, moi, je vous en conseille plein. Il faut absolument en avoir, c'est sûr. C'est comme tous les logiciels. Je ne les connais pas tous, mais je sais que j'utilise évidemment celui de Substance Painter, puisque du coup, il va permettre de faire l'aller-retour entre les deux. C'est hyper pratique. Il va y avoir des plugins pour tout et rien, en fait. Il y a vraiment des plugins pour tout. Si tu n'aimes pas l'interface, tu vas avoir un plugin pour la changer. Si tu veux pouvoir modifier tes UV directement en jeu, tu vas avoir des plugins. Donc, il y a des plugins qui sont payants, il y a des plugins qui sont créés par la communauté Unreal, il y a des plugins qui sont créés par les créateurs d'Unreal. Donc après, c'est à toi de voir où tu veux aller et ce que tu veux comme plugin spécifiquement. Mais par exemple, Datasmith, c'était un plugin. Donc oui, il y en a plein. Il y en a plein. C'est dans le marketplace d'Unreal, il y a plein de choses. Ouais. Petit parallèle, vous avez souvent entendu que là, ici, dans ce live, on a parlé de Substance Painter. Pour ceux qui ne connaissent pas, Substance Painter, c'est un logiciel qui est réservé uniquement à travailler la partie texture en fait, des objets. Et contrairement, par exemple, à d'autres softs qui vont venir faire des textures extrêmement lisses, parfaites et propres, avec Substance, on va pouvoir rajouter du réalisme, rajouter des petites fragilités, par exemple, sur l'objet, des végétaux supplémentaires. On va vraiment pouvoir travailler ce côté réaliste pour les objets. Et c'est ce jour, je crois que c'est un des seuls logiciels que je connais qui sait faire ça. Hein. Exactement. Donc après, voilà, c'est vraiment l'intérêt qu'Unreal peut avoir. À la fameuse question de latence de la part de Arnaud, est-ce que pour faire tourner Unreal Engine, il faut une bête de course, style avec un i7 ou un Core i9, avec beaucoup de RAM, etc. Est-ce que c'est vraiment le logiciel gourmand, en fait, Unreal? Est-ce que c'est pas la question que j'ai la plus eue Et je pense qu'on aura toujours, d'ailleurs. Alors, c'est très, très dur de répondre à cette question parce que c'est vraiment du cas par cas. C'est-à-dire que si ton ordinateur est sur Windows 7, on va commencer à être sur des choses un peu plus difficiles pour le faire tourner. Ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre du Windows que tu utilises. Ça va dépendre de la carte graphique que tu as. Ça va dépendre de ce que tu entends par lambda, surtout. Une bête de course, je vais te dire non, parce que j'ai eu suffisamment de panels de clients pour te dire qu'on a réussi à le faire tourner sur plein de choses. Par contre, Pierre, tu t'y connais peut-être plus en Mac, c'est peut-être le Mac qui va poser un petit peu problème. Alors, pour le Mac, jusqu'à preuve du contraire, en fait, on était un peu limité au niveau des puissances. Et vous savez, Apple, des fois, a quelques difficultés sur la 3D, puisque ils n'ont pas le même fonctionnement que les Windows. Alors, là, il y a un petit vent qui est quand même en train de tourner avec l'apparition des puces M1. Nous, on n'a pas encore eu l'occasion de les tester pour voir ce que ça rend. Mais aux dernières essais qu'on avait pu faire avec du Mac, Unreal, il y avait quelques manques. Par exemple, tout bête, avec un Mac, pour faire tourner un casque de réalité virtuelle, c'est quasi impossible, sauf peut-être avec la dernière tour qu'ils ont sorti. Mais par exemple, si vous avez un MacBook Pro, même blindé d'options, vous ne pouvez pas brancher le casque. Donc, vous ne pouvez pas faire de réalité virtuelle. Après, à sa limite, mais vous pouvez quand même faire un petit peu de Unreal quand même. Mais c'est quand même plus fermé que sur la partie Windows. Oui, ce qui va surtout bloquer, c'est les plugins aussi, parce que certains ne sont pas téléchargeables par Mac aussi. Après, alors, du coup, pour donner un ordre d'idée, j'ai utilisé pendant très longtemps, avant de changer l'ordinateur que j'utilise actuellement, un ordinateur qui était sous i5, qui avait une... Oui, voilà, très bien. Très, très bien ce que tu me décris là. Ça passe très bien. C'est OK. C'est quasi exactement ce que j'avais, voire un petit peu moins. Donc oui, très bien, un i5, 10 Go de RAM, c'est OK. Alors, évidemment, si vous avez une RTX, on va aller beaucoup plus loin, puisque la RTX va permettre le ray tracing, qui est le nouveau bébé dont vous avez dû entendre tellement parler, qui va permettre le ray tracing, c'est-à-dire des réflexions beaucoup mieux calculées. Donc évidemment, vous allez atteindre le photoréalisme un peu plus facilement. Mais ça fonctionne très bien avec une GTX. Alors c'est sûr que si vous me sortez une très vieille carte graphique, ça peut être un peu problématique. J'ai plus en tête le chiffre limite, mais je sais que, voilà, là, par exemple, tu m'as cité une 1060, on est parfaitement bon. NVIDIA, c'est aussi un plus, parce qu'il va y avoir des plugins qui vont fonctionner vraiment très bien avec NVIDIA. Mais après, ça reste quand même, je veux dire, l'ordinateur que j'avais précédemment, il avait presque 10 ans et il s'en sortait particulièrement bien. Et j'ai eu des clients qui avaient des ordinateurs encore plus vieux, même sous Windows 7. C'est pour ça que je dis que Windows 7, ça commence à être borderline. Mais voilà, les ordinateurs de l'époque de Windows 7 font tourner Unreal. Puisqu'en fait, il suffit de prendre l'origine d'Unreal, c'est Epic Games. Epic Games, la première chose qu'ils ont sorti, c'est Unreal Tournament, qui était leur jeu phare. Du coup, il suffit de regarder à quelle date est sorti Unreal Tournament, et du coup, vous savez qu'à partir de cette date-là, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun problème pour faire tourner Unreal. Je vais y arriver. Donc, non, ça, c'est pas...
il faut pas de temps. En fait, ça dépend de quel rendu tu veux. Si tu veux du full réaliste, c'est sûr que si tu n'as pas la RTX, par exemple, il va y avoir des petits blocages, mais voilà, ça fonctionne. Parce qu'en fait, pour la qualité des rendus, il faut bien penser qu'on est sur du rendu 3D temps réel qui va pas mal solliciter aussi les caractéristiques de votre propre ordinateur au-delà des caractéristiques logicielles. Oui. Donc, la qualité du rendu va être aussi impactée par les caractéristiques techniques du soft de votre ordinateur. Arnaud, est-ce que la question a déjà été posée? Quelle est la différence entre Unreal Engine, Twinmotion, Lumion? Alors ça, c'est assez simple. En fait, alors Lumion, c'est un logiciel que je n'ai pas eu l'occasion de manipuler, donc je n'en parlerai pas. Par contre, par rapport entre Twinmotion et Unreal, déjà, ils sont du même éditeur. Twinmotion, c'est le petit frère, en fait, de Unreal. Pour faire simple, Twinmotion vous donne accès, en fait, à une bibliothèque d'objets, de textures prédéfinis, pré-paramétrés pour Twinmotion. Et Unreal Engine, lui, va vous laisser libre par l'utilisation de vos textures, de vos objets. C'est-à-dire que si vous voulez faire de la personnalisation, par exemple, pour un projet avec Unreal, vous pourrez. Avec Twinmotion, ce sera plus difficile. Autre point, et pas des moindres, si vous voulez faire de l'interaction à l'intérieur de la maquette, dans ce cas-là, c'est Unreal, parce que Twinmotion a sa limite et ne permet pas de faire de l'interaction. En gros, Twinmotion, c'est vous voulez faire un rendu rapide, simple, vous basculez directement et vous faites juste glisser-déposer. Et là, vous allez vous balader dans votre maquette. Il n'y aura pas d'interaction, il n'y aura pas spécialement de personnalisation si, par exemple, vous voulez afficher des éléments spécifiques. Si, par exemple, je ne sais pas, vous êtes revendeur de maroquinerie, vous ne pouvez pas forcément positionner vos objets à l'intérieur, par exemple, du magasin que vous voulez mettre en scène. Il faudra plutôt passer par Unreal. On est vraiment sur ces deux aspects, en fait, de différence. Eh bien, écoutez, je vois l'heure. Il est 14h55. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le live? Camille, est-ce que tu as d'autres questions? Je pense que je peux y répondre toute seule, donc ça va. Eh bien, écoute, très bien. Mais écoute, en tout cas, je te remercie pour la présentation. Merci à toi. Je pense qu'on a été bien clair par rapport à la problématique du coup de Revit à un rendu 3D temps réel. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, si vous avez des interrogations concernant vos propres projets, si vous voulez qu'on vous donne des indications. Vous avez du coup nos coordonnées que je vous ai laissées afficher. On est disponible du coup du lundi au vendredi. N'hésitez surtout pas à nous écrire ou à nous passer un coup de fil. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Et puis, on se dit à la prochaine pour un live F3DF. Merci à vous. Allez, merci Camille. Merci Passez beaucoup. une bonne journée. Bonne journée. Au revoir.